cas particulier sur lequel je reviendrai d'héritage chamanique en Anatolie, les aşık, donc les bardes anatoliens, représentent une fonction chamanique, puisque par exemple le barde anatolien, pour devenir un barde, dans les vieilles traditions cela se perd, doit traverser une crise, une espèce de maladie initiatique. Et parfois, il reçoit même communication de l'art de jouer du saz à travers un rêve communiqué par les esprits. Alors maintenant, je vais passer un petit... Alors, pour vous... Alors, comme je l'ai dit, le cas particulier, comment ce chamanisme va s'adapter en islam? En premier lieu, on va rechercher quels sont peut-être les points communs qui peuvent apparaître entre cette religion et l'islam, et ils vont être réinterprétés par la tradition musulmane. Comme je l'ai dit, c'est essentiellement à travers le soufisme, parce que c'est la forme la plus douce, la plus souple en Asie centrale de l'islam. En quelque sorte, donc, on peut dire qu'il y a une réinterprétation donc, et des symboles du chamanisme et de certaines pratiques. Ce qui est étonnant, donc, c'est qu'il y a des figures qui vont tout de suite apparaître comme étant à la fois, on peut dire, des représentations du chaman et des représentations donc d'un personnage qui est très proche du soufi. Donc on peut dire qu'il y a des patrons en quelque sorte, des figures symboliques, des chamans, on peut dire primordiaux, donc un chaman primordial en islam. Le premier c'est Korkut Ata, que vous voyez ici, donc Tédé Korkut. Alors la tradition, elle en fait donc un joueur de kobuz surtout, mais là il est représenté dans une statue donc, au Turkménistan avec un saz ou un doutar, qui joue aussi de cet instrument. Alors, la plupart des épopées, naturellement, c'est pour faire l'histoire un peu de cette transformation, donc cette adaptation du chamanisme à l'islam, c'est les seules sources, il n'y a pas de chroniques, ni d'études précises, ce sont des épopées qui le rapportent, et il existe par exemple une épopée de Korkut Ata. Il en existe même plusieurs versions, en kazakh, en kirghize, en azéri, et même des versions plutôt donc, en turc anatolien. Assez ancienne, c'est une épopée qui se constitue à peu près... on peut dire le 11e, 12e siècle. Alors, Korkut Ata, l'une de ses particularités, je recherche si je note quelques textes. Voilà, alors, on construit la légende, donc elle l'associe à la fois au monde musulman, mais également donc, au monde des steppes. Donc à la fois on en fait un conseiller des princes musulmans, mais également un ami donc, des compagnons du prophète. Voyons, il n'y a pas vraiment d'histoire très précise. De même, il apparaît comme un sorcier qui se fait obéir des éléments, de la pluie, donc qui a un pouvoir magique. Naturellement, il est le maître du kobuz, de l'instrument de musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a appris d'abord l'art de jouer de cet instrument des esprits et également de l'art de le fabriquer. Donc ce qui signifie que c'est vraiment les esprits qui le transmettent. Alors pourquoi l'instrument de musique? En fait, on peut dire la même chose pour le tambour du chamanisme non musulman, comme pour le saz, on peut dire, ou le kobuz donc, du monde musulman. C'est que l'instrument de musique, c'est un moyen donc de séduire les esprits, de les amadouer et de créer une amitié avec eux. C'est la raison pour laquelle c'est un art qui est transmis par les esprits. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, les représentants de la religion, de l'islam, donc les plus durs, diront toujours que l'art musical et l'instrument, c'est un instrument shaitani, c'est donc un objet diabolique, qui ne doit pas entrer, qui ne doit pas être utilisé. Et surtout en Asie centrale. Alors là, par exemple, vous avez quelques dessins donc, anciens donc, qui datent peine dans le Siakalam, donc c'est un texte qui a été écrit donc, au XIVe, XVe siècle dans les zones donc, du nord de l'Azerbaïdjan, dans le Turkménistan, dans le pays des steppes. Et vous voyez là donc, des représentations très certainement de démons qui jouent du kobuz. Alors il y a une autre figure encore qui sert d'intermédiaire entre le chaman et le soufi, parce que très vite on va considérer que la figure qui se rapproche le plus de celle du chaman, en Anatolie en particulier, mais également au Turkménistan, et en Asie centrale aussi, c'est une espèce de derviche hétérodoxe, qui est généralement le kalandar, qu'on appelle le kalandar ou divana en Asie centrale. Et là, il y a une épopée encore tout à fait exceptionnelle sur ce point, c'est l'épopée de Kërolu. Alors Kërolu, c'est un personnage qui va soigner un cheval qui est possédé par les djinns. Il y a peut-être des djinns qui...
Alors dans l'épopée qui porte son nom, donc l'épopée de Cœur au Loup, on présente donc le héros Cœur au Loup à la fois comme un mollah, donc il est présenté comme un religieux musulman, mais également comme un maître des djinns, ce qu'on appelle en Turquie le djindar ou le djinji. Et vous allez le voir, aujourd'hui, certainement les véritables héritiers du chamanisme, au-delà de la danse des grues, du Bektashi, etc., qui a des petits éléments, ce sont très certainement, et même sûrement, ce qu'on appelle les djinji ou les djindars, qui étaient extrêmement importants, donc les maîtres des djinns. Ceux qui savent, qui appellent les djinns et qui les utilisent, donc ils se font aider par eux pour soigner, entre autres, ou pour rechercher des objets ou des personnes perdues. Alors on l'appelait aussi un djindar, un djinji, Cœur au Loup, mais également un hachik, parce qu'il jouait du saz, donc, et un derviche. Donc, vous voyez, il y a dans le même personnage on retrouvait. Alors, si j'ai mis cette image donc, de Cœur au Loup avec cette derviche, c'est parce que dans les textes où on décrit la manière dont il s'habille, dont il se déplace, on dit qu'il a effectivement le keshgoul, donc vous voyez, le bol aux aumônes du derviche Kalandar. Il a le grand tesbih. Alors là, ce qui est très, très intéressant, c'est que le grand rosaire, on dit qu'il a 1999 grains. Alors c'est un petit peu étrange, il en a plutôt 99, un peu plus, mais donc il a aussi le bâton, le fameux Asaï Moussa, le bâton de Moïse, et puis ce chapeau souvent un peu conique. Et ça, c'est l'image tout à fait des derviches Kalandar qu'on trouvait dans l'Empire ottoman. Et on retrouve ensuite certains éléments chez les derviches Bektashi. Voilà un vrai derviche Kalandar à côté, donc. Au 19e, début du 20e siècle en Asie centrale. Et ça, le divana, c'est la seule et unique représentation donc d'une espèce d'un groupe particulier de chamans en Asie centrale, il y en a plusieurs, qui fonctionnent un peu comme des calendars, mais qui soignent et qui chantent bon, des prières pour les personnes, et qui sont des célibataires qui se déplacent donc constamment, des formes de prêcheurs Jirova, si vous préférez. Et ils sont toujours représentés avec ce chapeau donc, qui sont faits de plumes de cygne et un fameux bâton, puisqu'ils soignent, dans ce cas particulier, la fonction du tambour ou du kobouz a été reprise par le bâton. Donc on a toujours ce phénomène dans le chamanisme, différents objets utilisés pour entrer en contact avec les esprits. Alors voilà le cas particulier donc du barde. Alors là, la tradition des bardes, naturellement, c'est un phénomène ancien en Asie centrale, où ils vont s'appeler Ashuk aussi, Ozan, Akun, en particulier dans la zone kazakh et kirghize, jusqu'en Anatolie avec les Ashuk. Alors voilà, dans cette zone, ça vient jusqu'en Anatolie, là je vous en parlerai un petit peu après, peut-être. Ces bardes-là, naturellement, si vous étudiez les traditions de très près, ils ne sont pas uniquement donc, des bardes naturellement liés à la tradition Alevi et Bektashi, mais ils le sont aussi à d'autres, ils sont séparés, pas automatiquement liés à une confrérie. Mais si vous étudiez de très près leur tradition, on se rend compte qu'il y a donc des transmissions de savoir. Il leur faut par exemple, s'ils veulent devenir bardes, soit ils sont appelés par un esprit qui va leur enseigner l'art de la musique, mais s'ils veulent le devenir, il est possible pour un chaman d'essayer de le devenir, en essayant de voir si les esprits vont vous choisir. Et donc ce qu'on fait, on se rend soit dans un cimetière, soit auprès du mausolée d'un saint, et on attend pendant la nuit si on a des rêves vous signalez, vous signifiez que vous êtes appelé par les esprits. Dans ce cas-là, on prend contact soit avec un chaman, soit dans ce cas particulier des hachik, avec un hachik qui va vous enseigner donc la technique. Et par exemple, donc, si je vous ai mis hachik V16, c'est parce qu'il y a... Alors naturellement, ça on le sait peu aussi, mais la plupart des hachik à l'ancienne, je dirais, ils ont une relation à leur instrument de musique très particulière. Ils considèrent qu'elle est quasiment habitée, animée par... elle a une vie. Alors, ils ont un peu oublié que chez les chamans d'Asie centrale, on sait que l'instrument de musique, c'est le support de l'esprit. Et très souvent, le tambour ou le kobouz est habité par l'esprit. On a le cas, par exemple, d'un chaman qui refusait de chamaniser. Alors, il avait oublié son kobouz de côté. Et une nuit, le kobouz s'est déplacé tout seul dans les airs et est venu le frapper pour lui demander qu'il fallait qu'il recommence à chamaniser. Bon, c'est une tradition qui sont récupérées en Asie centrale, par nos collègues russes en particulier. Alors là, dans ce cas particulier de Hachik Veysel, je pense que j'ai noté là, il a une poésie donc, où il parle à son... je l'ai traduit ici. Voilà, oui, donc il parle avec son saz, voilà ce qu'il lui dit. « Je t'ai révélé mes souffrances cachées. Je me suis efforcé de mêler ma voix à la tienne. Lorsque tu étais un mûrier dans le jardin, ignorant tout du luth, donc du saz, est-ce que les rossignols se posaient parfois sur tes branches? À quel oiseau as-tu emprunté ton chant?
ça. Donc vous voyez le genre de relation. Et il y a beaucoup d'autres textes donc, qui le montrent. Et puis d'autres textes qui expliquent aussi que... Alors on ne parle pas automatiquement d'esprit dans le cas des Hachik d'Anatolie. C'est plutôt que le saz aurait une vie propre, indépendante, autonome. Bon, alors là j'arrive maintenant, de manière plus précise, aux rituels et aux fonctions du chaman en Asie centrale. Alors, oui, j'ai oublié de vous parler d'un autre cas, peut-être très rapidement, le temps un peu. Il y a un autre mythe à l'origine du chamanisme. Vous savez, c'est très intéressant d'étudier les mythes parce qu'ils nous permettent de comprendre comment a fonctionné le chamanisme. Alors, est-ce que le mythe, c'est la vieille querelle, la vieille discussion en anthropologie, est-ce que le mythe apparaît avant le rituel ou est-ce que le rituel ensuite va nous permettre de fabriquer le mythe? Bon, on ne sait pas trop. Dans ce cas particulier, il est fort possible donc que les rituels chamaniques se sont présentés donc tels quels aux musulmans, les musulmans les ont adoptés et après il a fallu les légitimer dans la tradition musulmane.